Alors bonjour à ceux qui n'étaient pas là ce matin à ma première conférence juridique. Je suis Élise Guillaudis, je suis avocate. J'ai fondé une structure qui s'appelle Numétique Avocat et qui est spécialisée dans l'accompagnement des professionnels sur leurs activités numériques, digitales. Donc mon métier, c'est de mettre en conformité les professionnels, en particulier quand ils ont une activité sur Internet, une activité informatique, ou lorsqu'ils traitent, par exemple, des données personnelles, sujet de ma première conférence de ce matin. Alors ce matin, j'ai expliqué, je le redis brièvement pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, ce matin, j'ai mis en avant le fait que le naturopathe, eh bien, il exerce des activités à risque au plan juridique, puisque comme vous le savez, c'est une activité qui n'est pas reconnue officiellement en France, qui est tolérée, mais qui n'est pas officiellement reconnue. Et cette activité, elle est finalement au carrefour de plusieurs réglementations et pas des moindres. On a vu ce matin que le naturopathe, en tant que professionnel, était amené à collecter des données personnelles dans le cadre de son activité et devait, à ce titre, se conformer à la réglementation en matière de protection des données personnelles et en particulier au nouveau texte européen qui est rentré en application en mai dernier. Et donc on a vu ce matin notamment qu'il y a des obligations d'information importantes à l'égard des personnes concernées. Les personnes concernées, c'est qui ? C'est les clients, les patients clients, on va les appeler clients. C'est par exemple les personnes qui se connectent sur le site internet du naturopathe via le formulaire de contact, via l'inscription à newsletter. Si vous mettez des cookies pour tracer l'adresse IP, par exemple à des fins de mesure d'audience, eh bien vous traitez de la donnée personnelle. Donc on a vu ce matin que le naturopathe, il avait des obligations importantes, notamment celle d'informer les personnes concernées des traitements qu'il fait. Et quand il était amené à collecter des données de santé, puisque ça peut lui arriver dans le cadre de son activité, eh bien il devait absolument recueillir le consentement express et préalable de la personne concernée. Donc on a mis en place, on a essayé de dérouler les obligations et les actions de conformité du naturopathe face à cette réglementation qui est lourde, qui est complexe. Mais finalement, on n'a pas parlé du reste. Alors en 1 heure, on pourrait y passer un week-end entier. L'objectif, c'est pas de vous assommer, c'est que vous ayez une vision globale des principaux sujets. Donc c'est pas d'être exhaustif. Notamment, je ne parlerai pas de la réglementation autour des produits de santé, des compléments alimentaires, qui sera abordée, je crois, demain, à l'occasion d'une conférence dédiée sur les aspects réglementaires en matière de compléments alimentaires. Donc on va aborder le reste, ce qui est déjà pas mal. On va s'intéresser à la réglementation sur l'exercice de la profession de la médecine, puisque ça, c'est un sujet, je pense, que vous connaissez, en tout cas, dont vous êtes conscient, qu'il y a une réglementation qui protège le médecin, et il y a une infraction pénale qui existe, l'exercice illégal de la médecine. Alors comment le naturopathe se positionne par rapport à cette réglementation ? C'est compliqué. Donc on va en parler, on essaiera de voir au plan du droit ce que c'est qu'un traitement, un diagnostic, une maladie. Comment est-ce que le naturopathe peut s'en sortir face à cette réglementation ? Ensuite, il y a le code de la consommation, puisqu'en fait vos clients, ce sont des particuliers, des consommateurs, et donc à ce titre, vous serez obligé de respecter les obligations qui sont nombreuses du code de la consommation. D'accord ? Obligation d'information, transparence, loyauté. Donc on abordera notamment la question des pratiques commerciales trompeuses, etc. Et puis il peut vous arriver de faire de la vente en ligne, conclure des contrats à distance avec vos clients. Et donc il y a tout un volet du code de la consommation qu'on va aussi aborder pendant cette conférence à ce sujet, avec une obligation notamment d'informer la personne sur son droit de rétractation. Voilà, des sujets qui sont très importants et sur lesquels vous devez absolument, en tant que professionnel, vous mettre en conformité. Donc là, ça ne concerne pas que le naturopathe, ça concerne tous les professionnels qui sont soumis au code de la consommation et à la réglementation sur les contrats à distance, par exemple. Mais le naturopathe, c'est aussi souvent un professionnel qui a un site internet. Et donc, à ce titre-là, il doit aussi respecter les textes sur la communication en ligne. Les obligations qui sont celles d'informer de manière complète, transparente, loyale
sur son site de qui il est, des activités qu'il a, comment est-ce qu'il les exerce, etc., etc. Donc beaucoup de choses à dire aussi sur ces sujets-là. Donc voilà, on va essayer d'aborder tout ça aujourd'hui, pendant cette heure. Mon objectif, c'est de vous sensibiliser, mais c'est aussi de vous apporter des solutions, en tout cas d'essayer de sécuriser au maximum vos activités qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, à risque. Donc, au-delà de ces conférences que j'ai préparées, je me suis dit, quand même, en tant qu'avocat, ça peut être intéressant de réfléchir à quelles solutions je peux apporter, quels sont les documents minimum clés que le naturopathe devrait avoir pour sécuriser, en tout cas renforcer sa sécurité juridique. Alors, j'ai parlé ce matin de la politique d'utilisation des données personnelles, qui est le document d'information que moi je rédige souvent pour mes clients, qui tend à informer la personne concernée des droits qu'il a en matière de traitement des données personnelles. Et ce document-là, quand vous êtes notamment amené à collecter des données de santé, si vous le faites signer à vos clients avant de collecter les données, eh bien là, vous rentrez dans une des bases légales que j'ai expliquées ce matin et qui vous permet de traiter de manière licite, légale, les données de santé de vos clients. D'accord ? Donc, à mon sens, c'est un des 3 documents qu'il faut avoir pour vous protéger. J'ai aussi réfléchi au contrat qui se forme entre vous, en tant que professionnel, et votre client. Alors, souvent, vous n'en avez pas, sauf que, par exemple, quand vous proposez et que le contrat se forme à distance, là, ça devient absolument obligatoire. Vous devez faire signer un contrat à votre client. Vous devez l'informer avant que ce contrat se forme des obligations, des droits qu'a ce consommateur. Donc le contrat de prestation du naturopathe, qu'on peut aussi appeler conditions générales de vente, on l'appelle comme on veut, c'est le contrat qui se forme entre vous et le client. Pourquoi un contrat ? Eh bien pour vous protéger si demain il y a un souci. Et puis j'ai parlé tout à l'heure des obligations d'information légale. Ça me semble important et j'ai regardé dans le cadre de la préparation de ces conférences, je me suis baladée sur un certain nombre de sites internet de naturopathes et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment au niveau des mentions légales, de ce que vous dites, ce que ne vous dites pas. Voilà, donc je pense qu'il y a un vrai travail aussi de sensibilisation que je peux apporter aujourd'hui grâce à des mentions légales. Quelles pourraient être les mentions légales du naturopathe qu'il pourrait mettre sur son site internet ? Donc 3 documents que j'ai préparés, qui sont adaptés à votre profession de naturopathe et que vous pouvez retrouver sur ma plateforme en ligne. Voilà. Alors, on a parlé du RGPD ce matin. Aujourd'hui, cet après-midi, on va parler des 3 autres volets que j'évoquais à l'instant. Premier volet, la réglementation sur la profession de médecin. Comment faire face ? Alors déjà, de quoi on parle ? Rappelons les principes. Parce que c'est important en droit de rappeler les principes. Et le principe, c'est quoi ? C'est qu'en France, l'exercice de la médecine, c'est une activité réglementée, qui est soumise au code de la santé publique, qui est soumise au code de déontologie. Donc pour être médecin, il faut 3 conditions. Il faut être diplômé, il faut avoir la nationalité, et il faut être inscrit au tableau de l'ordre des médecins. D'accord ? Donc le principe, c'est que vous ne pouvez pas exercer la médecine sans ces 3 conditions. Et le Code de la santé publique va plus loin, puisqu'on a une infraction pénale qui est prévue par les textes. Exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par acte personnel, consultation verbale ou écrite, ou par tout autre procédé quel qu'il soit, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté ministériel sans remplir les conditions permettant l'exercice de la médecine en France. Donc si vous faites ça alors que vous n'avez pas les conditions, vous êtes passible de l'infraction d'exercice illégal de la médecine. Alors, il y a un texte. Quelles sont les conditions pour que le délit soit appliqué ? Eh bien, il faut démontrer que vous faites un diagnostic ou un traitement. Ce sont les 2 critères prévus par le texte. Il faut aussi que la pratique soit régulière. C'est-à-dire que si vous le faites une fois, vous ne serez pas passible de la sanction pénale. Il faut une habitude.
D'accord ? Donc ça, c'est un critère important. Si les conditions juridiques ne sont pas remplies, vous n'êtes pas soumis au texte. Enfin, vous n'êtes pas soumis, en tout cas, vous ne serez pas condamné. Et j'ai rappelé les sanctions, sanctions importantes, puisque l'exercice illégal de la médecine est passible de 2 ans d'emprisonnement, une amende, des peines complémentaires, comme par exemple l'interdiction d'exercer. Et puis, vous êtes soumis éventuellement à une action en responsabilité d'un client qui pourrait se plaindre d'un diagnostic ou d'un traitement que vous auriez fait le concernant. Ça, on n'est jamais à l'abri. Alors, si on fait un zoom sur finalement les critères retenus par le texte, diagnostic, traitement, c'est ça les 2 critères. Alors, qu'est-ce qu'un diagnostic, qu'est-ce qu'un traitement ? Alors, le diagnostic, c'est l'acte par lequel un médecin, groupant les symptômes qu'offre une maladie, les rattache à une maladie, ayant sa place dans le cadre nosologique. Donc, on a des symptômes et on fait le lien avec une maladie. C'est ça un diagnostic. Et un traitement, c'est l'ensemble des moyens thérapeutiques, donc c'est très large, et des prescriptions hygiéniques employées dans le but de guérir une maladie, à des fins thérapeutiques. Je veux soigner une maladie. Alors, en faisant un tour d'horizon des décisions de jurisprudence, décisions des juges, on se rend compte que les juges ils ont une conception très extensive de ces notions. Et que, majoritairement, ils retiennent la notion de traitement ou de diagnostic. Il y a traitement dès qu'un but curatif est poursuivi, quels que soient les procédés employés et leur valeur réelle ou supposée. Il n'est donc pas nécessaire qu'un médicament soit prescrit ou qu'une intervention chirurgicale ait lieu. D'accord ? Donc c'est large. Peu importe finalement qu'un diagnostic ait été posé et qu'un traitement soit prescrit ou que le malade ait fait l'objet d'un examen. Il y a des décisions qui sont rendues dans des situations qui ne sont pas si évidentes que ça, au plan juridique, et pourtant les juges ont retenu la qualification d'exercice illégal de la médecine. Par exemple, le fait pour une personne non munie d'un diplôme de solliciter par une large publicité la clientèle des malades, de les inviter à se faire indiquer le traitement approprié à leur maladie, de leur expédier, en réponse à leur lettre, une brochure où se trouve spécifié le traitement qui doit être observé, le régime à suivre, les médicaments employés, constitue l'exercice illégal de la médecine. Alors, une fois qu'on a vu le diagnostic, le traitement, il faut aussi s'intéresser à ce que c'est qu'une maladie au sens juridique du terme. Parce que c'est ça, en fait, les critères de l'infraction. Qu'est-ce qu'une maladie ? Alors, le problème, c'est que dans les textes, on n'a pas de définition réelle. Tout du moins, il n'y a pas de distinction claire entre ce qui relève de la maladie et ce qui relève de l'affection bénigne ou de la simple incommodité. C'est très flou, tout ça. Et donc, il y a une marge d'appréciation qui est laissée aux tribunaux, par exemple, qui est large, qui est forte, qui est importante. D'où un sentiment d'insécurité juridique, d'accord ? Parce qu'on n'a pas de liste. On n'a pas une liste de choses qui est catégorie maladie et une autre, c'est bon, c'est OK. Non. Et donc, c'est compliqué. Alors, la notion de maladie, elle a fait l'objet de plusieurs décisions de justice. Et je vous ai mis quelques exemples pour vous montrer à quel point les juges ont une interprétation large de cette notion de maladie. Et ils sanctionnent très régulièrement les personnes pour exercice illégal de la médecine. Ce n'est pas de la théorie, ça se révèle en pratique encore aujourd'hui. Alors, ont ainsi été qualifiées de maladies la migraine, les rhumatismes, les dermatoses, la couperose, la cellulite, l'acné, les taches de rousseur, les cors, les durillons et verrues, les mycoses, l'insuffisance mammaire. Donc c'est large. Alors quelques exemples de condamnation que j'ai pu trouver. L'hypnothérapie, l'emploi de la suggestion pour une fin curative, parce que c'est ça, c'est à des fins curatives, constitue un procédé de guérison réservé par la loi aux seuls médecins. Le biothérapeute, lui aussi, a été condamné pour avoir développé une activité de conseiller en yoga, alimentation, respiration et énergie. La personne proposait des consultations orales suivies de prescriptions à visée thérapeutique et diététique.
effectuer sur ses clients des manipulations de nature thérapeutique, rechercher, localiser les tensions affectant leur corps, exercer des pressions avec ses pouces sur les endroits de tension aux fins de déblocage, utiliser l'acupuncture, prescrivait des régimes alimentaires, parfois en complément, d'autres traitements suivis par ses clients. Voilà, donc là, on est quand même dans du concret et on se rend compte que finalement, les naturopathes, potentiellement, pourraient être inquiétés. Donc attention. Et j'ai vu des exemples de condamnation dans ces domaines-là, et notamment en matière de naturopathie. Alors, on a vu les règles sur la médecine, sur le médecin, la profession de médecin, sur l'exercice illégal de la médecine. Ça, c'est le premier volet réglementaire auquel doit veiller le naturopathe. Vous savez ce que c'est qu'un diagnostic, un traitement, une maladie. À charge pour vous de ne pas vous situer dans ce sillon-là. Faites très attention à ce que vous faites et à ce que vous ne pouvez pas faire au plan juridique. En tout cas, soyez vigilants. Deuxième point important que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, tout à l'heure je vous disais que vos clients sont des consommateurs. Et donc, il va falloir faire attention à tout le volet qui se trouve dans le Code de la consommation qui est relatif aux pratiques commerciales déloyales et trompeuses et sur lesquelles la DGCCRF peut venir vous embêter. Et ça, je sais encore une fois que ce n'est pas de la théorie, que dans la pratique, il y a des contrôles, il y a des sanctions. Donc, cette partie-là, je voulais aussi l'évoquer avec vous aujourd'hui, en vous rappelant, parce que c'est mon rôle aujourd'hui, les principes, les règles, pour que vous les ayez en tête et que vous soyez vigilants. On verra ensuite à la fin comment est-ce qu'on peut mettre en place, quels outils juridiques on peut mettre en place pour limiter les risques, pour essayer d'augmenter sa sécurité juridique. Le principe, c'est que la publicité doit être loyale, c'est-à-dire honnête et non trompeuse. Transparence. La publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur est une pratique commerciale déloyale. C'est le principe. Et le principe, c'est que ces pratiques-là sont interdites en France et passibles de sanctions pénales. La pratique est trompeuse si elle repose sur des allégations, des indications, des présentations fausses, ou encore si elles sont de nature à induire en erreur sur certains éléments. Par exemple, les caractéristiques essentielles d'un service. Par exemple, les résultats attendus. Vous pratiquez un service, il faut être honnête sur les résultats attendus. Est-ce qu'ils sont parfaits, imparfaits, voilà. Informer parfaitement, complètement la personne que vous avez en face de vous de ce que vous pouvez faire pour lui, ce que vous ne pouvez pas faire pour lui. Mais c'est aussi une information déloyale ou trompeuse sur le prix, sur le mode de calcul du prix. Donc là, on fait référence aux hors-taxes, TVA, les frais, etc. Là aussi, il faut être vigilant sur vos pratiques de prix. Mais c'est aussi et surtout votre identité complète, vos qualités, donc c'est vos diplômes, vos certificats, ce que vous savez faire, les études que vous avez fait, votre expérience, d'accord ? Et puis sur les droits du consommateur, il faut l'informer de ses droits. On va en parler tout à l'heure. Donc à partir du moment où vous ne donnez pas cette information, la plus complète et transparente possible, vous êtes passible, en théorie, de cette infraction qui est la pratique commerciale déloyale ou trompeuse. Par exemple, si vous ne vous identifiez pas clairement ou parfaitement sur votre site internet, on peut être soumis à cette infraction. Une pratique est trompeuse, autre exemple, si elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë, une information importante, substantielle, ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale, dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. D'accord ? Vous donnez une information, en fait, vous savez que cette information, vous la donnez parce que vous avez un intérêt financier à la donner, parce que vous avez un contrat de partenariat avec un tiers, etc. Mais ça, il faut le dire à votre client, que vous ne lui donnez pas une information totalement indépendante, qu'elle est intéressée, cette information, puisque vous avez, par exemple, une relation partenariale, commerciale qui finalement oriente votre conseil. Ça, il faut le dire. Et il y a certaines pratiques qui sont même présumées trompeuses. Donc là, il y a une présomption. À charge pour vous de démontrer qu'elle n'est pas trompeuse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Quel est le texte ? La pratique, elle est présumée trompeuse si elle a pour objet de déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas.
Donc là, ça peut faire écho à la profession de naturopathe. Il faut expliquer clairement que ce que vous faites, ce n'est pas de la médecine, d'accord? Ce n'est pas officiellement reconnu. Il faut être honnête, il faut dire les choses. Que vous n'êtes pas là pour guérir. Alors même si vous le pensez très fort intérieurement, il ne faut pas l'écrire et il ne faut pas le dire. Certaines pratiques sont présumées trompeuses. Autre exemple, celle qui a pour objet d'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de service est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations. Donc c'est sur ça que la DGCCRF vient vous chercher. Alors les sanctions, c'est un peu comme l'exercice légal de la médecine, elles sont importantes, sanctions pénales. Et puis, au-delà des sanctions pénales, des sanctions civiles, comme par exemple la nullité du contrat avec votre client. Votre client peut aussi se porter plainte contre vous, d'accord, s'il a subi un préjudice. Donc il faudra être vigilant sur cette partie-là. Troisième axe que je voulais développer avec vous, donc on a vu les règles en matière médicale, en matière de médecin. On a vu les pratiques commerciales trompeuses ou déloyales. Troisième volet, les obligations d'information en ligne. Quand vous avez un site, quand vous communiquez, vous avez des obligations d'information qui ne sont pas liées au fait que vous êtes naturopathe. On va le voir tout de suite. À partir du moment où vous avez un site internet, juridiquement, vous tombez dans la catégorie d'éditeur de services de communication au public en ligne. C'est une terminologie juridique, vous tombez dans cette case-là, tac, et donc en ce titre-là, vous devez mettre sur votre site un certain nombre de mentions obligatoires, accessibles sur toutes les pages de votre site. Mais on va le voir, en fait, quand vous proposez, parce que c'est souvent le cas, quand vous avez un site internet, c'est pour proposer ou assurer la réalisation de services, etc., ou présenter vos produits. Et donc non seulement vous êtes éditeur d'un service de communication en ligne, mais vous êtes aussi commerçant électronique. Alors le mot fait mal, parce que vous n'êtes pas commerçant, mais au sens juridique du terme, vous êtes commerçant électronique. D'accord? Parce que vous proposez, voire vous assurez, une prestation de service depuis votre site. Alors, à partir du moment où vous rentrez dans ces qualifications, il y a plusieurs textes qui s'appliquent à vous. Tout dépend si vous êtes une personne physique, vous exercez à titre individuel, ou si vous exercez sous la forme d'une société. En général, le naturopathe exerce son activité à titre individuel. Et donc, il devra, sur son site internet, donc c'est souvent dans la rubrique mention légale qu'on met ça, mais la forme n'importe peu. Le principal, c'est que le contenu y soit. Il faudra donner votre nom, votre prénom, votre lieu d'établissement, votre numéro de téléphone, préciser le numéro d'inscription si vous êtes inscrit à un répertoire, etc. Décrire les caractéristiques essentielles de vos activités, des services que vous proposez. Préciser si votre activité est réglementée, il faut préciser. Moi, par exemple, sur mon site internet, j'explique que j'exerce la profession d'avocat. La profession d'avocat est une activité réglementée, comme celle de médecin d'ailleurs, et j'ai l'obligation sur mon site d'expliquer, de dire que j'exerce une activité réglementée et de rappeler ces règles. Et de préciser, finalement, en vertu de ça, quels sont les droits des personnes auxquelles je m'adresse. Si vous mentionnez vos prix sur votre site internet, eh bien, il faut mentionner des prix précis, hors taxes, TTC, les conditions de paiement, etc. Allez-y, mettez tout. Plus vous êtes précis, plus vous êtes transparent sur ce que vous faites et la manière dont vous le faites, mieux ce sera. C'est ça le principe à retenir sur cette partie-là, d'accord? Bien sûr, donnez vos numéros de contact, on en a dit tout à l'heure. Et puis, sachez que quand vous éditez un site, parce que vous êtes propriétaire du site, vous êtes éditeur, vous êtes aussi directeur de publication. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous êtes responsable du contenu qu'il y a sur le site. Donc les mentions d'informations légales, je le dis parce que c'est très important, il y a beaucoup de gens qui croient qui ne savent pas réellement qui doit rédiger ces mentions et qui a la responsabilité de ces mentions. Il n'y a qu'une personne qui a la responsabilité, c'est vous. Vous êtes éditeur du site, vous êtes directeur de la publication, vous avez la responsabilité du contenu. Ne demandez pas à votre webmaster ou à votre agence de communication, ou bref, à un technicien de vous rédiger des mentions. Non. C'est soit vous qui le faites, soit vous demandez à un professionnel du droit. Ça ne s'invente pas. C'est du droit. D'accord? Donc soyez vigilants là-dessus. Ne demandez pas à quelqu'un dont ce n'est pas le métier, c'est casse-gueule, de vous rédiger des mentions légales.
Alors, en matière de communication, d'obligation d'information sur votre site internet, on a aussi des sanctions, vous voyez, qui s'appliquent. Des sanctions pénales jusqu'à 1 an d'emprisonnement, une amende de 75 000 €, c'est quand même pas mal, et une interdiction d'exercer qui peut être prononcée dans certains cas. Alors, je ne parlerai pas parce que j'ai qu'une heure, donc l'idée c'est de ne pas vous assommer de règles et de vous passer sur l'essentiel, mais ce matin, donc on a parlé des obligations d'information, d'accord, les mentions légales, mais il y a des obligations d'information, j'en ai parlé ce matin et en introduction de cette conférence, qui concernent le traitement des données personnelles. D'accord ? Donc sur votre site internet, si vous collectez des données personnelles, il faut informer les internautes de votre politique en matière de données personnelles. Si l'éditeur est un commerçant électronique, et il l'est, et s'il vend, on le verra ensuite dans la partie qui va suivre, ses services à partir du site, eh bien il devra remplir des obligations d'information particulières. D'accord ? Parce que le contrat va se faire à distance, de manière électronique. Et puis ça, je n'en parle pas plus loin, mais je vous en parle quand même parce que j'ai vu certains sites pratiquer ce type d'activité qui font l'objet d'une réglementation encore particulière sur les opérateurs de plateformes en ligne. Si vous référencez sur votre site des contenus de biens, de services qui sont proposés par des tiers ou mis en ligne par des tiers, d'accord ? Si vous faites du référencement de contenu de tiers, ok ? Ou si vous mettez en relation depuis votre site un consommateur avec un prestataire, par exemple. Ou si vous faites finalement un travail de comparaison, bah tiens, je vais comparer tel produit plutôt qu'un autre, tel service plutôt qu'un autre. C'est pas interdit, mais vous tombez sous le coup d'une réglementation particulière qui est celle des opérateurs de plateformes en ligne, c'est-à-dire que vous devrez informer, donc il y aura des obligations d'information complémentaires sur, finalement, vos critères de classement, de référencement. Il y aura des informations, des obligations de transparence et de loyauté renforcées. D'accord ? Typiquement, si vous référencez un service un peu plus haut pour celui-ci et un peu plus bas pour celui-là, et que ce référencement est intéressé parce que vous avez une relation commerciale avec celui qui est référencé un peu plus haut, il faudra le dire. Il faudra dire que ce référencement, il est sponsorisé. D'accord ? Et je fais le lien avec la publicité dont je parlais tout à l'heure. Quand vous faites la publicité de quelque chose, il faut informer qu'il s'agit d'une publicité. Ben là, c'est la même chose. Donc ne pas oublier sur les obligations d'information que dans certains cas, en fonction de vos activités, il peut y avoir d'autres réglementations malheureusement qui s'ajoutent à celles qui sont déjà nombreuses et qui vous concernent tous. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de naturopathes qui tombaient dans cette catégorie, c'est pour ça que j'en parle, parce que ce n'est pas neutre du tout, qui tombaient dans la catégorie des contrats conclus à distance ou hors établissement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, on va déjà rappeler un principe, parce que je me suis rendu compte que les gens ne savaient pas ce que c'était qu'un contrat, souvent, parce qu'on va parler d'un contrat, donc autant définir, rappeler ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat ? Ben, c'est la rencontre entre une offre de service, et une acceptation. Okay ? À partir du moment où il y a un accord sur une offre d'une personne, il y a une volonté de s'engager l'un envers l'autre, eh bien, un contrat se forme. Donc un contrat, ça peut prendre finalement plusieurs formes. Ça peut être une simple poignée de main. Hein. D'accord ? Une simple poignée de main, c'est un contrat. Pas forcément besoin d'avoir un contrat écrit. Dans certains cas, c'est obligatoire, mais dans d'autres cas, ça ne l'est pas forcément. Ça peut être un échange de mails. Ah bah, j'ai un client qui m'a réservé une prestation par mail, etc., par un coup de fil. Et puis ça peut être, je sais pas moi, un devis, j'ai envoyé un devis, alors je ne sais pas si le naturopathe est concerné par cet exemple, mais par exemple, moi ça m'arrive d'envoyer un devis, mon client me le retourne signé, bah, c'est un contrat. Offre, acceptation, voilà, on est dans la formation d'un contrat. Ça peut être des CGV que j'envoie et qui sont acceptés par le client, par exemple depuis votre site. Une case à cocher, j'accepte les conditions générales. Quand vous achetez votre nouveau frigidaire sur le site de vente en ligne, je sais, un site de distribution connu, vous signez les conditions générales de vente, un contrat se forme. D'accord ? Donc voilà ce que c'est qu'un contrat. Une fois qu'on a dit ce que c'était, on va aborder dans cette partie-là ce que c'est qu'un contrat conclu à distance.
C'est le contrat qui est conclu entre un professionnel et un consommateur, parce qu'on est toujours dans cette relation B2C, professionnel tout consommateur, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance. D'accord ? Donc à partir du moment où le contrat se forme à distance, par exemple, on parlait ce matin, je ne sais plus, quelqu'un dans la salle me posait une question à propos du site de réservation Doctolib. Là, on y est, quoi. Formation du contrat à distance. D'accord ? Alors, la définition du contrat à distance, on l'a vu. La définition du contrat conclu hors établissement. Alors, celui-là, ça vise le contrat qui est conclu non pas dans les locaux du professionnel, mais par exemple au domicile du client. Ça vous arrive des fois, peut-être, dans votre pratique, de vous déplacer au domicile du client pour assurer la prestation de service. Et dans ce cas-là, vous allez lui faire signer le contrat ou la poignée de main, non pas dans vos locaux, non pas depuis un site en ligne, mais chez le client directement. Et là, on est dans la catégorie du contrat conclu hors établissement. OK ? Et alors, dès qu'on tombe dans ces deux catégories, contrat conclu à distance, contrat hors d'établissement, tac, on tombe sous l'application d'un chapitre dédié dans le Code de la consommation. Alors, pourquoi ce chapitre dédié ? C'est parce qu'en fait, déjà, on veut, en droit français, protéger beaucoup le consommateur. Mais alors, en plus, si on vient conclure le contrat à son domicile ou à distance via un moyen de communication électronique, il faut encore plus le protéger. Et pour encore plus le protéger, il faut que vous, en tant que professionnel, vous l'informez encore plus. Il faut lui donner toutes les informations avant même qu'il signe. C'est-à-dire, avant qu'il signe le contrat et qu'il s'engage, il faudra lui avoir donné une information parfaite. C'est ça, en fait, l'esprit du texte. Protéger le consommateur. Et finalement, le digital, l'utilisation de sites en ligne, quelque part, ça peut, pour certains clients, leur porter préjudice. Donc, on a voulu... En tout cas, l'État français a voulu rajouter cette partie-là pour protéger encore plus les consommateurs dans ces cas de figure. Alors, quand vous rentrez dans ces hypothèses-là, je viens de vous le dire, vous avez des obligations d'information pré-contractuelles, c'est-à-dire avant que le contrat se signe. Vous devrez donner, alors ça fait le lien avec les obligations d'information dont je parlais juste avant. Donc, obligation d'information de manière lisible et compréhensible, sur votre identité complète, encore une fois, sur les caractéristiques essentielles de ce que vous vendez, des prix, des conditions de réalisation de la prestation de service, des délais, par exemple, qui s'appliquent. Si vous vendez un produit, il faudra l'informer sur les garanties légales applicables au produit, vices cachés, défauts de conformité, etc. Vous avez des obligations précises là-dessus. Votre contrat doit reprendre les textes du Code de la consommation sur les obligations de garantie. Vous devez informer votre consommateur que s'il y a une difficulté, il pourra saisir un médiateur à la consommation, auquel vous devez adhérer d'ailleurs. Et puis lorsque le droit de rétractation existe, ça dépend, des fois il ne s'applique pas, mais dans le cadre de votre activité, il va s'appliquer. Eh bien, il faut informer, encore une fois, toujours avant que le contrat soit signé, informer le client du fait qu'il a droit d'exercer cette rétractation pendant 14 jours, d'accord ? Donc il faut l'informer des conditions dans lesquelles il peut se rétracter, donc il faut lui donner un formulaire, qu'il peut utiliser ou pas d'ailleurs, il peut juste vous envoyer un mail pour vous dire « je me rétracte », mais en tout cas, il faut lui donner le papier qu'il a juste à remplir et qu'il vous renvoie. Ça veut dire que si vous réalisez une prestation de service à exécution successive, c'est-à-dire que vous suivez quelqu'un pendant plusieurs semaines, ou que la réservation se fait à telle date et que le rendez-vous est pris 2 mois plus tard, ça veut dire que le consommateur peut changer d'avis pendant 14 jours, d'accord ? Et ça veut dire aussi que s'il change d'avis, vous ne pouvez lui imputer aucun frais ni pénalité, vous devrez le rembourser s'il a déjà payé. Il n'a aucun motif à invoquer, il le fait totalement librement, d'accord ? C'est une disposition d'ordre public, donc vous ne pouvez pas, d'accord, y déroger par contrat. OK ? Alors, pour les contrats conclus hors établissement, sachez, peut-être que vous ne le savez pas, que vous ne pourrez pas encaisser d'argent avant un délai de 7 jours. Donc, ça veut dire, concrètement, qu'il faudrait faire signer le contrat avant
Concrètement, ça va être ça. Ou alors, ça veut dire que vous réalisez une prestation et que vous n'encaissez pas tout de suite. À voir comment vous vous organisez, mais sachez qu'il y a quand même cette obligation en matière de contrat conclu à distance, hors établissement. Autre obligation, mais qui concerne les contrats conclus à distance, le professionnel doit envoyer au consommateur, une fois que le contrat a été signé, ça y est, le contrat est signé, il doit lui confirmer, alors en général ça se fait par mail, je vous confirme la conclusion du contrat, donc il faut lui envoyer le contrat, hein. Comme ça, à l'intérieur, il y a toutes les obligations d'information que vous aurez eu la précaution de mettre dans votre contrat. Donc là, c'est parfait. Donc lui confirmer, hein, finalement, dans un délai raisonnable, et au plus tard, le jour de la réalisation de la prestation de service, hein, il faut lui confirmer la conclusion du contrat. Et puis, autre aspect important, quand la commande se passe en ligne, donc quand le contrat se passe via un site en ligne, eh bien, le processus d'information précontractuelle doit être clairement indiqué avant que le consommateur appuie sur le bouton « Confirmer, valider », d'accord ? Et le texte nous dit même, vous devez mettre une fonction commande avec obligation de paiement ou une phrase analogue, et pour vraiment confirmer au consommateur que là, s'il appuie sur ce bouton, il va payer. D'accord ? Donc là, il faut voir avec votre webmaster, la personne qui s'occupe de votre site, pour intégrer ce bouton. Ou si vous passez par un site en ligne, le site de vente en ligne, mais qui est un tiers, il faut vous assurer que le site comporte bien cette rubrique-là et que vous puissiez intégrer vos conditions générales de vente, hein, sur ce site tiers. Hein. Vous devrez aussi l'informer sur les moyens de paiement, comment est-ce qu'il peut payer, carte bancaire, PayPal, etc. L'informer de ça aussi. Alors sachez qu'en matière de contrat conclu à distance, le texte nous dit que le professionnel il a une responsabilité de plein droit. D'accord ? Ça veut dire qu'on ne peut pas concrètement, dans un contrat, exclure votre responsabilité s'il y avait une mauvaise exécution d'un service. On ne peut pas se protéger par une clause d'exclusion de responsabilité. Vous ne pourrez, finalement, si jamais il y avait un contentieux avec un client, vous ne pourrez vous exonérer, donc échapper à l'engagement de la responsabilité, que si vous démontrez que cette mauvaise exécution, elle ne vous est pas imputable, elle est imputable au client, ou un fait extérieur, imprévisible, insurmontable, un cas de force majeure. D'accord ? Donc ça veut dire qu'en matière de contrat conclu à distance, le législateur a voulu consacrer une responsabilité de plein droit. D'accord ? Donc on peut, dans une clause de responsabilité dans un contrat, encadrer, circonscrire cette clause-là. Moi, je le fais dans des contrats. Mais voilà, on a une marge de manœuvre qui est bien plus réduite que quand on conclut un contrat de manière classique, à contrario des contrats conclus à distance. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on part en courant, on change de métier. Alors, l'idée, c'est pas que vous preniez trop peur, mais l'idée, c'est quand même que je vous sensibilise parce que les réglementations sont techniques. Vous êtes quand même face à plein de textes différents, c'est pas votre métier. Et donc l'idée c'est que vous ayez un peu la vue claire, j'espère que mon propos n'est pas trop confusant et que vous arrivez à vous y retrouver quand même dans les grands principes que j'ai essayé d'instiller tout au long de cette journée. Et puis aussi vous dire qu'il y a des solutions, d'accord ? On peut essayer, tendre à augmenter, à sécuriser au maximum son activité. Mais pour ça, il faut vous conformer au texte, et pour vous conformer au texte, il faut les connaître, à minima, d'accord ? Donc, premier réflexe qui est hyper important, et que vous devez avoir en tête, c'est d'être absolument vigilant sur votre communication. Et alors, c'est vrai que l'ère du digital, du numérique, finalement, je pense, renforce d'une certaine manière les risques. Pourquoi ? Parce que vous êtes nombreux à avoir des sites internet, à vouloir écrire des articles, à expliquer ce que vous faites, comment vous le faites, à tenir un blog peut-être. Plus vous communiquez, plus vous prenez des risques. C'est ça qu'il faut retenir, d'accord ? Puis vous n'êtes pas juriste, vous n'êtes pas avocat. C'est vous qui êtes responsable du contenu. Plus vous écrivez, plus vous prenez des risques. Donc il faut être très vigilant. Et on va jouer sur les mots, hein. Mais il faut employer des termes qui sont clairs et qui expliquent, je reviens sur les mentions d'information tout à l'heure,
Ne pas tendre ou induire en erreur le consommateur, l'internaute qui arrive sur votre site, sur ce que vous proposez. Il faut expliquer que vous n'êtes pas médecin, il faut expliquer ce que vous faites, et surtout, ne pas dire ou écrire que vous faites des traitements à des fins thérapeutiques. Ça, c'est clair qu'il ne faut pas l'écrire. Vous ne pouvez pas employer les termes de soigner, de guérir, de patient. Moi, dans le contrat que j'ai élaboré pour vous, je parle non pas de thérapeute et de patient, je parle de prestataire de service et de client. Vous rendez une prestation de service à un client. On en est là. On ne peut plus, voilà, il faut être clair sur ce que vous faites. En tout cas, en droit français, c'est comme ça qu'on doit interpréter les choses. En tout cas, c'est mon conseil, c'est ma vision, et c'est ce que je vous conseille. Et surtout, ne jamais indiquer ou laisser croire, d'accord, que vous réalisez des diagnostics et des traitements médicaux. Hein, je fais le lien avec ma première partie sur le Code de la santé publique. Donc, quand on a envie d'expliquer sur son site ce qu'on fait, c'est compliqué finalement d'expliquer clairement ce qu'on fait, sans parler de thérapie, sans parler de maladie. Donc en fait, il vaut mieux pas écrire. Hein, donc voilà, il y a des questions peut-être à se poser en termes de communication. Au-delà des mentions légales, il y a un travail de vigilance à avoir sur ce que vous dites, ce qu'il faut dire, pas dire, etc. Alors c'est un sujet que j'aborde pas plus que ça, mais parce que on va vous en parler demain. Ne pas faire de publicité pour les produits de santé, pour la vente de compléments alimentaires, et encore moins dire, d'accord, que tel complément alimentaire aurait des propriétés à des visées de traitement ou de traitement de maladie, par exemple. Ça, on n'en parle pas. Voilà, il ne faut pas en parler. Et puis, je vous ai parlé des mentions légales. Au-delà du principe de vigilance, d'accord, sur vos activités, soyez le plus complet possible sur qui vous êtes, votre adresse, vos prix, etc., etc. D'accord, votre identité complète. Si vous êtes sujet à la TVA, mettez votre numéro de TVA, votre adresse mail, votre numéro de portable. Voilà. Plus vous donnez d'informations sur qui vous êtes, sur vos diplômes, sur vos certificats. Ça, par contre, allez-y. Et puis, mon conseil, c'est aussi de faire signer systématiquement un contrat à vos clients. Ça, je pense que vous ne pouvez pas vous en passer. Vous pouvez, en tout cas, le contrat, même s'il ne constitue pas un outil de sécurité juridique absolue, c'est quand même un rempart, parce que vous lui faites signer un document qui explique ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Voilà. Les conditions dans lesquelles votre responsabilité peut être engagée. Si le contrat se conclut à distance, eh bien, il y aura tout le pavé sur vos obligations d'information précontractuelle, sur le fait qu'il peut exercer son délai de rétractation, etc., etc. Et ça, c'est obligatoire. Dans les contrats conclus à distance, on a vu que c'était obligatoire. Donc, pour moi, le contrat est inéluctable. Et puis, on l'a vu ce matin, mais j'en remets une petite couche en matière de traitement des données personnelles, parce que je pense que certains n'étaient pas là ce matin. Au-delà du contrat que vous faites signer à votre client, qui est un sujet, il y a l'information que vous devez donner à vos clients ou aux internautes, en tout cas les personnes concernées par des traitements de données, vous devez les informer de ces traitements et des finalités de ces traitements, d'accord ? Et plus globalement de la politique de traitement des données que vous avez. Et si vous collectez des données de santé, eh bien il faudra vous protéger par rapport à votre client. Et donc, il y aura des mentions d'information à prévoir sur ce volet-là également. D'accord ? C'est pas parce que vous lui faites signer un contrat à ce client que pour autant c'est OK. Implicitement, il est informé que je traite des données le concernant et qu'il m'a donné son consentement. Non, c'est deux choses différentes. Alors on peut prévoir une clause relative à la protection des données personnelles dans votre contrat. C'est tout à fait possible. Mais il faut qu'à un moment donné, le client puisse voir quelle est votre politique de traitement des données personnelles. Et puis, c'est un document que vous pouvez mettre sur votre site. Au niveau du formulaire de contact, au niveau de l'inscription à une newsletter, si vous avez une newsletter, etc. Alors moi, dans le cadre de mon activité, j'aide les professionnels à se mettre en conformité, puisque c'est un métier, clairement.
Et donc, j'ai mis en place, alors sur la partie RGPD, j'en ai parlé ce matin, mais j'en remets une petite couche parce que c'est gratuit et c'est sur YouTube. Donc, pour ceux qui ont raté la session de conférence ce matin sur le RGPD, sachez qu'avec ma complice Déborah Donnier, qui est présente aujourd'hui, on a monté une petite série de petites vidéos pour expliquer ce que c'est que la protection des données personnelles et comment vous devez vous mettre en conformité. Voilà. Donc, si vous n'y comprenez rien et que vous avez besoin d'avoir un minimum d'informations et de compréhension sur ces sujets, vous pouvez aller voir cette web-série d'informations sur YouTube. Alors après, j'ai des clients qui me contactent et sur devis, qui ont besoin de se mettre en conformité, d'accord, au niveau de la protection des données ou sur la rédaction des contrats. Et là, j'interviens pour les aider en fonction de leurs activités. Et puis, j'ai développé une solution en ligne, puisque les avocats peuvent aussi innover et se mettre au digital, ce qui est mon cas. Et j'ai réfléchi, pour vous les naturopathes, c'est aussi pour ça que je suis là, c'est pour vous trouver des solutions, d'accord ? Essayer d'élaborer des contrats, des documents, en tout cas minimum, le minimum syndical que vous pourriez avoir, voilà, pour vous protéger, d'accord ? Donc j'ai travaillé pour vous ces derniers jours à rédiger ces documents qui sont dédiés à l'activité de naturopathe. Alors peut-être que parce que naturopathie c'est large, certains vont avoir tel type d'activité, d'autres tel autre. Donc c'est un document standard, d'accord, mais qui est quand même adapté aux activités du naturopathe, qui peut évoluer le contrat en fonction. Mais en tout cas, il a la mérite d'exister. Et ce qui peut être bien, c'est le faire signer, surtout, à vos clients pour vous protéger. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais ce matin, j'ai laissé la parole à l'auditoire pour les questions. L'idée, c'est qu'aussi ça puisse interagir, vous puissiez me poser vos questions, si je n'ai pas été claire sur certains sujets. Denis, combien de temps il me reste ? Eh bien, si tu as un micro par là, on peut le passer dans le public pour que je réponde aux questions. J'avais juste une petite question, alors je ne sais pas si ça rentre dans votre cadre de compétences. Quel est le poids juridique des études médicales? Par exemple, on a beaucoup parlé des oméga 3. Bon, je prescris des oméga 3 dans telle situation clinique et j'ai de nombreuses études qui montrent les bénéfices de cette prescription dans telle indication. Quelle valeur juridique ça a en tant que non-médecin, justement dans ce que vous évoquiez comme mauvaise... Enfin, je ne sais plus comment vous avez employé le terme... de choses qui peuvent être attaquables dans le caractère d'une activité de naturopathe, quoi. Est-ce que c'est... Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet sensible, sur lequel d'ailleurs vous allez avoir une conférence demain. Je ne sais pas si vous serez présent demain matin, mais vous avez quelqu'un qui va aborder tous les aspects réglementaires liés aux compléments alimentaires, ce qui rejoint quand même votre question. Donc je vous invite à assister à cette conférence, qui sera à mon avis, de mon point de vue, éclairant sur le sujet. Je ne suis pas spécialisée sur ces sujets-là. Ce que je sais, c'est qu'il y a quand même une réglementation qui est consacrée dans le Code de la santé publique sur les produits de santé. Il y a une réglementation aussi autour des compléments alimentaires, d'accord ? Et qu'en tant que non-professionnel de la santé, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, on peut dire qu'on conseille la prescription de tel complément alimentaire ou tel produit, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que le naturopathe n'est pas un professionnel de la santé. D'accord ? La question, c'était quel poids juridique, justement, ont des validations par la communauté scientifique de certains bénéfices de compléments alimentaires ou même de type en nutrition, tout simplement, de bénéfices. Et ça, c'est... Voilà, il y a mais la question, c'est qui prescrit ? Qui ? Oui. Est-ce que vous êtes pharmacien ? Est-ce que vous êtes médecin ? C'est ça la question. Oui, je sais, ouais. Non, mais la réglementation, c'est qui peut prescrire. La question de savoir si tel produit a des vertus médicales, est-ce que tel produit est reconnu scientifiquement comme traitant telle maladie, c'est une chose. Mais une autre question est importante, et c'est celle de savoir qui peut prescrire. En France, le naturopathe ne peut pas prescrire. D'accord ? À des visées thérapeutiques. Bonjour. J'ai bien compris qu'il faut faire très attention à la façon dont on communique. On ne fait pas de diagnostic, on ne fait pas de prescription, donc on fait du conseil et de la préconisation. Par contre, parler de ce qu'on fait, ça a aussi du sens. Est-ce qu'on peut se permettre de parler d'accompagnement en citant des pathologies ? On ne guérit pas, on accompagne.
Pour moi, le naturopathe doit, que ce soit écrit de manière écrite ou orale, mais encore plus écrite, doit se situer sur la prévention et ensuite parler de vitalité, de bien-être, d'équilibre global, accompagner une personne qui souhaite finalement devenir maître de son équilibre de vie. Je pense qu'il faut rester dans des terminologies très générales et surtout indiquer que vous ne faites aucun traitement ou diagnostic de maladie. D'accord ? Indiquer de manière claire que vous n'êtes pas médecin et que vous ne faites pas ça. Donc, tout ce qui est visée thérapeutique doit être à proscrire, à mon sens, c'est ma lecture, mais je pense qu'il faut être très vigilant. Alors c'est compliqué parce qu'on a envie de parler de son métier, on a envie d'expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait, parce que ça a du sens. Je sais bien que je parle à des professionnels qui savent pourquoi ils sont naturopathes. Bien sûr, je le sais. Mais moi, mon rôle, c'est de vous sensibiliser sur l'état de droit français. Voilà, l'état de droit français, il est ce qu'il est. Il est critiquable, mais en même temps, il a certaines vertus aussi, qui sont celles de protéger un consommateur contre d'éventuelles dérives, contre des praticiens qui ne seraient pas sérieux. Donc c'est aussi... Je pense, l'idée c'est que vous preniez conscience qu'il y a un vrai sujet et que vous devez donner une information la plus transparente, la plus complète et la plus honnête possible. C'est ça l'esprit du texte, d'accord ? Donc vous pouvez expliquer ce que vous faites, il vaut mieux oral que écrit, mais surtout il faut, même si vous êtes persuadé que c'est ça qu'il faut faire, il faut donner une information la plus objective possible. Excusez-moi, ça ne répond pas complètement à ma question, oui. Je suis désolée. Parler de vitalité, c'est bien, mais ça ne veut pas dire grand-chose pour beaucoup de monde. Oui, je sais bien. Préciser, quand on communique, qu'on ne guérit pas, qu'on ne fait pas de diagnostic et qu'on ne traite pas, ça je suis OK, mais peut-on se permettre de parler d'accompagnement, par exemple, de pathologies auto-immunes ou d'accompagnement de pathologies inflammatoires. On peut, mais après, il faut qu'on aille plus loin. C'est-à-dire que le fait de dire « j'accompagne » ne suffit pas. D'accord ? Tout en précisant qu'on ne guérit pas. Pour moi, c'est une prestation de service de conseil et d'accompagnement sur certains types d'activités, sur certaines... On va dire qu'il y a un accompagnement, il y a du conseil, il y a de l'information, d'accord ? Mais pas sur le traitement de maladies humaines ou sur le diagnostic d'une maladie humaine. C'est ça, en fait. C'est là où il faut se dire, mais je suis d'accord avec vous, c'est pas simple. Je n'ai pas de baguette magique et je n'ai pas une réponse toute faite. D'accord ? Mais c'est vous aussi, en tant que professionnel, vous savez mieux parler que moi de votre activité, parce que moi, je ne suis pas naturopathe. D'accord ? C'est pas mon métier. Mais simplement, quand on a vu le panel des décisions de jurisprudence, finalement de comment les juges interprètent les textes, de qu'est-ce qu'un diagnostic, qu'est-ce qu'une maladie, qu'est-ce qu'un traitement. Mais si je veux aller jusqu'au bout et être totalement honnête, il ne faudrait rien faire et ne pas communiquer du tout. D'accord ? Donc l'idée, c'est... Parce que c'est une profession qui est, encore une fois, tolérée. Donc ce qu'il faut, c'est faire preuve de vigilance, respecter les règles qui s'appliquent à tout professionnel. D'accord ? Il faut monter patte blanche. Il faut que vous soyez conforme RGPD, il faut que vous soyez conforme au niveau du Code de la consommation, des obligations d'information, etc. D'accord ? Et sur votre activité, il faut être vigilant et de ne pas écrire des tartines et voilà, faire attention au sens des mots. C'est ça mon propos. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais bien revenir sur la sanction du thérapeute. Enfin, vous n'êtes pas obligé de remettre le diapo, mais la sanction du thérapeute, je la comprends pas bien en fait. Dans l'exemple donné, on disait comme quoi il avait appuyé sur une tension, sur des tensions qu'il n'avait pas le droit, etc. Oui. En fait, j'ai du mal à comprendre ça, sachant que... Enfin, moi, j'ai appris, à la base, je suis esthéticienne, je viens d'un BTS, j'ai fait des massages, des soins visage. Je travaille avec une marque Fitz Biologique, qui, à la base, c'est un naturopathe qui a créé cette marque. Les soins sont basés sur du drainage lymphatique, sur l'élimination des déchets. Donc, on vient vraiment appuyer sur des zones de tension, des points d'acupuncture. Voilà, moi, je pratique du coup ces soins, donc je me dis que j'ai pas le droit en fait quand je lis ça. Oui, quand on lit les textes, quand on lit les décisions de jurisprudence, on a une lecture éclairée de ce que vous pouvez faire et pas faire. Mais alors je comprends pas. Après, encore une fois, je répète, il y a la loi officielle, il y a la jurisprudence, donc c'est ce qui est les décisions de justice, et puis
il y a la tolérance, qui est celle plus ou moins actée en France de ce qui peut être fait, pas fait, d'accord? Donc vous êtes dans une zone grise, vous êtes dans une zone à risque. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que vous n'êtes pas une activité à risque, puisque vous l'êtes. D'accord? Mon objectif, c'est pas de vous dire le contraire. Je vais vous faire plaisir, mais c'est pas vrai. C'est comment, sur la base de cet état de droit français, qui est quand même très lourd à gérer au plan de la mise en conformité, comment j'arrive finalement à sécuriser au maximum mon activité, sachant que le risque zéro n'existe pas, clairement. Voilà. Après, c'est chacun fait ses choix, prend ses responsabilités. Voilà, c'est la conscience personnelle de chacun. Vous savez pourquoi vous faites ça, et vous avez le sens de vos activités, et ça, c'est vous qui choisissez. Chacun fait ses choix pour ses activités, d'accord? Donc, si ce que vous faites a du sens et que vous pensez que ça peut rendre service et soulager et aider des gens, eh bien, c'est vous qui décidez si vous continuez ou pas. Mais c'est une décision qui n'est pas juridique, d'accord? C'est une décision personnelle. Voilà. Il faut faire attention à sa communication. J'ai beaucoup insisté sur ça parce que c'est un des points de vigilance sur lequel vous êtes acteur. Attention à ce que vous dites et ce que vous écrivez. Plus vous écrivez, plus vous prendrez des risques. Ça, c'est indéniable. Une dernière question. Bon, du coup, c'est un peu redondant, mais j'ai le micro dans les mains. Plus largement, par exemple, quand on communique sans parler de compléments alimentaires, mais juste sur les bénéfices d'une telle ou telle alimentation, qui peut, par exemple, telle alimentation peut accompagner telle pathologie, si on reste quand même très général, mais pour vous, ça reste quand même problématique. Et par exemple, d'aller parler des vertus, entre guillemets, de telle ou telle vitamine, où c'est scientifiquement admis que telle vitamine a des bienfaits pour ça, que le magnésium a des bienfaits pour ça, etc. etc. Est-ce que là, on peut communiquer d'un point Est-ce de que vue... c'est une réponse juridique que vous attendez? Parce que là, vous êtes vraiment... Ah oui, j'attends. Mais j'ai pas de réponse juridique sur ces sujets-là. C'est éminemment lié à votre profession. C'est pas de ma compétence de vous dire vous pouvez communiquer sur telle vitamine. J'en sais rien. Je peux pas vous dire. Que disent les textes? Les textes, ils ne parlent pas de ce niveau de détail. Les textes donnent des principes, d'accord? À charge pour nous de les interpréter au regard des décisions de justice qui sont rendues, au regard des cas sur lesquels on peut se baser pour dire tiens, dans tel cas, un tel a été condamné, tel autre non. C'est une analyse fine et concrète. Et c'est une analyse qui se fait au cas par cas. Il ne peut pas y avoir de réponse générale. C'est à chaque fois qu'il y aura un dossier de contrôle ou une plainte, un dossier d'ouvert, on va analyser le dossier. On va analyser les charges, puisqu'un dossier, en principe, il faut monter un dossier. Donc c'est sur les éléments factuels, les éléments matériels que la condamnation va s'analyser. D'accord? Donc c'est au regard de la pathologie éventuelle, de ce qui a été fait, de comment ça a été fait, etc. Donc ça va être un faisceau d'indices qui va attendre à considérer que finalement, dans tel dossier, il y aura une condamnation et dans tel autre, non. D'accord? Okay. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples? Parce que, par exemple, j'ai pas envie de dire depuis toujours, mais des livres, par exemple, qui se vendent avec l'alimentation qui soigne, tel aliment guéri, etc., etc., par des auteurs qui ne sont pas médecins, est-ce que, à votre sens, il y a des condamnations? Est-ce que c'est... vous employez le terme de guérir. Oui, est-ce qu'il y a... D'accord, donc tous ces livres, en fait, restent problématiques. Oui. D'accord. En toute rigueur, oui. Okay. D'accord. Il faut insister sur le fait que c'est un point de vue. Je donne mon point de vue, puisque la liberté d'expression est un principe constitutionnel, d'ailleurs, consacré par notre Constitution. Vous avez le droit d'exprimer un point de vue, d'accord? Mais attention, il faut veiller à dire que ce n'est pas une information officielle, reconnue, il faut dire que ça fait débat. Il faut donner une information la plus objective possible, encore une fois. Voilà. Merci. J'espère avoir été suffisamment claire, en tout cas sur ces aspects-là. N'hésitez pas, je suis encore là jusqu'à la fin de la journée. Si vous avez des questions, d'autres questions, je me rends disponible évidemment pour y répondre.